Geoffroy Vara, le directeur général adjoint média de Tam Tam Group Press, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons de deux sujets, l'engouement autour de l'initiative présidentielle face au MEBO et second sujet, 5 voix africaines à Washington, diplomatie sélective ou partenariat stratégique. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Serge Kaboré, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs. Alors, on parle de face au MEBO ce matin, une initiative présidentielle qui, on le sait, a été mise en place par les autorités. Est-ce que l'on peut revenir sur les objectifs fondamentaux que l'on s'est fixés à travers sa mise en place ? Quand on regarde de ce que nous avons eu comme communication concernant face au MEBO, il y a la question de l'embellissement, il y a la question de l'assainissement, il y a la question même du logement accessible, et puis il y a la question de nos routes. Et il y a beaucoup d'autres éléments qui ont été donnés et qui sont de l'ordre on va dire, des travaux qui peuvent être faits dans le cadre de face au MEBO. Et on regarde derrière, il y a aussi pour moi un esprit, il y a une dynamique qui est celle d'un développement auto-centré. Et c'est un message fort qui est donné aux Burkinabés de savoir compter sur eux-mêmes pour ce type de chantier-là, parce que dans notre histoire, on a souvent été sur ces chapitres-là, que ce soit pour la question des financements, de la question des moyens humains et même des entreprises et autres, très ouverts sur l'extérieur. Et donc c'est une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses, pour dire que par nous-mêmes on est capable de pouvoir changer notre environnement, par nous-mêmes on est capable de donner des réponses à des éléments qui sont de l'ordre du primordial, même du prioritaire pour nous, et qui dépend même d'ailleurs de nous. C'est peut-être un peu un genre d'ouverture d'esprit et puis de prise de conscience que face au MEBO essaie de véhiculer dans ce principe-là. Et il faut rappeler, c'est quand même une initiative présidentielle, ça veut dire que c'est arrimé à une vision qui est celle du chef de l'État sur ces questions. Et donc ça va avec la mobilisation des fonds propres, et ça va aussi avec l'utilisation des moyens que nous avons ici, donc faire avec ce que nous avons sur place. Sur le plan de l'aménagement et du développement, on le sait, de par le passé, il y a eu d'autres initiatives, mais cette fois-ci, qu'est-ce qui fait la particularité même de face au MEBO ? Moi, je pense que c'est tout ce que j'ai décrit tout à l'heure. On a eu plusieurs initiatives, et même quand on parlait en son temps de revoir un peu notre habitacle, on parlait à un moment donné de revoir les questions d'assainissement, on parlait à un moment donné d'améliorer un peu l'accès des Burkinabés de façon générale au logement avec des constructions et tout. Tout était entrevu en termes de marché à offrir. C'était ça aussi la réalité. C'est-à-dire qu'on lance cela, dans l'assainissement, on va recruter un certain nombre d'entreprises qui vont faire le travail. Vous allez voir sur les questions de logement, ça va être un peu pareil. Donc, on compte pas forcément sur soi, et même les moyens qui sont mobilisés, c'est l'État qui va forcément dépenser de sa propre poche, ou bien faire appel aussi aux bailleurs pour une partie des financements. Donc le modèle est vraiment pour moi bien différent. Il est beaucoup plus audacieux, parce qu'il dit, et quand on regarde au fond, c'est par nous-mêmes, on peut faire un certain nombre de choses. Maintenant, ce qui change, pour moi, c'est l'adhésion à cette façon de voir, et le défi qui est lancé presque à chaque Burkinabé. C'est-à-dire, dès que ça a commencé à être lancé, puis la décision a été prise et lancée, donc décision prise en Conseil des ministres, beaucoup ne voyaient pas trop clairement, et nous aussi, qu'est-ce qu'il y avait vraiment derrière tout ça. Mais petit à petit, notamment avec la question des pavés qui étaient en train d'être fabriqués, placés sur place par des Burkinabés, certains qui demandaient après dans leur quartier qu'ils puissent avoir la même dynamique, parce qu'eux-mêmes sont prêts à se prêter à ce jeu-là, en donnant donc leur main, en donnant leur temps, et ne serait-ce que pour rendre leur environnement immédiat comme ils l'ont vu ailleurs. Donc petit à petit, on a commencé à comprendre que c'est vraiment ça qu'on veut voir derrière. Et derrière, c'est pas des marchés qu'on a vu octroyer à certains pour venir faire des pavés, non.
c'est les personnes voilà, lambda, citoyens lambda qui viennent participer à l'embellissement de ces ruelles-là. Donc il y a cet aspect participatif fort qui est très important. Et puis j'ai dit l'engouement. Regardez aujourd'hui comment les citoyens se mettent donc en rang pour venir faire leurs dons, pour venir participer même à cet effort-là. Il y a un beau reportage sur lequel vous avez d'ailleurs posé votre voix, avec une famille qui poussait 20 ans de mariage a décidé de faire le déplacement avec la famille pour le marquer et célébrer plutôt son attachement à la mère patrie à travers ce travail. C'est quelque chose de louable. Et on a vu des personnes influentes comme certains artistes, certaines personnes marquantes dans le domaine du cinéma, de la culture de façon générale, qui sont devenus aussi apporter leur pierre à l'édifice, comme pour dire, nous adhérons à la dynamique qui est en train d'être lancée. Et il y a forcément aussi le citoyen lambda qui lui aussi voilà, fait ce chemin-là. Donc il y a pour moi quelque chose de profond en termes de changement, c'est l'adhésion. C'est extrêmement profond. Et quand on regarde l'adhésion des populations qui n'hésitent pas à aller passer une journée entière gratuitement pour travailler au développement de leur localité, beaucoup parlent d'un souvenir de la période révolutionnaire avec ce qu'on découvrait avec la bataille du Rail. Oui, il y a beaucoup de points communs, mais je pense que ce qui fait le dénominateur commun pour moi, c'est le paradigme qui est cassé et ou qui est en vue, dont on en a envie, pour lequel il y a une envie forte, n'est-ce pas, de briser, dont on a envie de briser la dynamique. Le paradigme de se dire que tout doit venir d'ailleurs ou que par nous-mêmes on ne peut pas faire grand-chose. Et sous Sankara, c'était ça la réalité. C'est que le Burkina, dans tous les commentaires, c'est un pays très pauvre, dans le dénuement total, qui n'a pas les moyens de pouvoir se lever. Et donc, voilà, c'est un pays sous assistanat. Et Sankara, c'était un peu son discours aussi que de dire que ce paradigme-là, il faut le casser. Parce qu'on n'est pas pauvre, on est riche de ce qu'on a. Et par nous-mêmes, on peut faire certaines choses. C'est pour ça qu'il a lancé plusieurs projets. Et même à un moment donné, quand il parlait, par exemple, de l'autosuffisance alimentaire, il disait, c'est un fou. Il compte sur quoi pour le faire? Mais il y est parvenu. Mais comment? C'est d'abord en travaillant sur les mentalités. En disant à ses concitoyens, on n'est pas ce qu'ils pensent. On n'est pas obligé de rester dans l'assistanat. Il y a des choses qu'on peut faire par nous-mêmes. Et il a montré l'exemple, il a mis le pied à l'étrier et les gens ont suivi. C'est la question de l'exemple. C'est la question de l'exemplarité. C'est ces éléments-là qui insufflent, pour moi, des dynamiques qui sont importantes. Pour vous, l'adhésion populaire est liée à l'exemple donné au sommet. C'est clair, c'est clair. Quand vous avez des administrés, vous avez des citoyens qui ont confiance en leurs autorités, ou bien qui ont un capital sympathie fort pour leurs autorités et qui, au regard de leur perception, ce qui est fait se fait dans le bon sens, où il y a un effort quand même qui est en train d'être fait, ou bien il y a un sentiment de fierté, une corde sur laquelle ils ont pu toucher, l'adhésion vient naturellement. Comme sous Sankara, cela s'est fait, les Burkinabés n'ont pas rechigné à venir faire ce type de travaux. Parce que Sankara a regardé, il a dit, mais qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir faire nous-mêmes ces choses-là? On a une main-d'œuvre qui est abondante. Puisque le caractère ouvrier, c'est ce qui caractériserait d'abord même le Burkinabé quand on regarde de façon générale. Donc il s'est dit, si on a des bras, qu'est-ce qui nous manque encore? Donc il y a des choses au moins qu'on peut faire par nous-mêmes. Et je pense que c'est cette dynamique-là, ce paradigme-là, qui était de l'ordre du préconçu dans les esprits, parce que c'était la communication qui avait été construite. Quand il est parvenu à briser cela, il avait cassé certaines chaînes. Et ça fait que très facilement, cet engouement-là lui est venu, très facilement au niveau des citoyens, il y a cette adhésion-là qui est venue. Je pense qu'aujourd'hui, c'est cette corde-là que l'action s'est passée et ça parlait à beaucoup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a ce succès. Vous pourriez lancer de dynamiques pareilles, mais quand vous n'êtes pas convaincant, ou bien que vous n'inspirez pas la confiance, ou que vous donniez l'exemple, il y aura toujours problème. Même si vous êtes le premier à donner de l'argent,
On a vu ici, on a lancé des marathons, des ceci-tons, des catons. Ils ont donné de l'argent. L'Assemblée nationale, ils ont été les premiers à donner de l'argent, mais quelles ont été les premières critiques? D'ailleurs, ce qu'ils donnent là, c'est leur trop plein. Parce qu'ils sont perçus comme les voleurs de la République. C'était des personnes qui étaient perçues comme des corrompus. Donc, en cela, le citoyen ne voit pas l'effort qui est fait, si ce n'est que le clair retour de fonds qui leur appartiennent. Parce que pour eux, c'est des gens qui sont passés maîtres de confondre leurs poches et celles des moyens de l'État. Et donc, la confiance, quand elle est brisée, quel que soit ce que vous lancez comme appel, il n'y a pas cet engouement-là qui vient. Aujourd'hui, on est dans une dynamique vraiment assez différente, où le capital sympathie autour du président est encore assez fort et où les gens ont l'impression qu'on a fait au moins un genre de changement, ne serait-ce que dans la rigueur de la gestion des éléments des éléments qui nous appartiennent tous. Et donc il y a une confiance naturelle qui s'installe et il y a une adhésion qui peut paraître naturelle, mais je pense qu'il y a des fondements sur qui sont d'abord la confiance et évidemment le sentiment que les uns et les autres ont de ce que font les autorités et de ce que sont les autorités. Nous sommes indéniablement face à un nouveau modèle de participation citoyenne au développement. Il y a aussi d'autres chantiers de développement. Comment on s'assure à la pérennité d'une telle initiative et comment l'étendre à d'autres chantiers quand on regarde l'engouement que cela suscite? Quand on regarde ce que cela suscite comme engouement, c'est vrai que sur les questions d'embellissement, on comprend clairement et aisément que le citoyen lambda, on a vu, comme je le disais tout à l'heure, la famille qui est venue, tout le monde essaie on vous montre en quelques temps, vous arrivez à le faire, hein, vous faites les pavés, ça va sécher, après on les positionne. Ça ne demande pas des expertises si particulières que ça. Et puis le fait intéressant, on a vu comme pour Bobo Dioulasso, on a, à travers le travail d'intérêt général, mis comment dire ça, certains reclus comment on appelle ça, à contribution. Donc ça veut dire ça, c'est de l'ordre du. Mais il y a d'autres projets qui sont beaucoup plus forts. Il y a par exemple le projet ambitieux de logement décent et donc il y a une cité dite Bunkindi Business Center, symbole donc de la modernisation urbaine à Ouagadougou. Quand vous voyez ce type de projet avec certaines constructions de routes et autres, ça va demander des expertises. Si ma mémoire est bonne, je pense qu'il y a en gros un peu plus de 8 jours ou quoi, il y a des appels qui ont été lancés toujours dans le cadre de Faso Mebo pour des expertises avec des ingénieurs génie civil, BTP dans différents domaines, même sur la question de construction de routes en milieu rural et tout. Donc ça veut dire qu'il y a comment dire ça, un besoin en expertise plurielle. Il y a l'aspect participatif qui est celui qui concerne tout le monde de façon générale, mais cet aspect participatif là continue toujours maintenant en faisant un genre de sélection avec des profils d'expertise qui sont demandés. Ça ne sera peut-être pas gratuit, mais dans tous les cas, ça veut dire qu'il y a des niveaux de besoins qui sont exprimés et le principe pour moi, c'est celui qui est pertinent. C'est de se dire qu'on peut faire les choses nous-mêmes et par nous-mêmes. On est resté longtemps sous assistanat, de sorte à ce qu'on a pensé que c'est naturel que ce soit les autres qui viennent. Ils nous doivent ça. Ils nous ont pillés, ils ont été pendant longtemps ici, ils doivent venir corriger ce qu'ils ont fait. Mais ce n'est pas leur problème. Même l'aide qu'ils nous donnent, et même encore, il y a des aides qui sont remboursables, il y a des dons même qui sont remboursables. Donc, ce qui vient, quelquefois, c'est pour vous maintenir dans un genre d'assujettissement, de sorte à ce que vous ne percevez pas comment on vous endort. Regardez très simplement un exemple que je prends. On nous a habitués. Et ça, c'est une discussion avec un aîné qui m'a fait prendre conscience. Il dit, aujourd'hui, vous voyez, il tente des formations dans certains domaines et tout. Et quand vous faites des ateliers, des éléments concrets de formation, vous faites des appels, vous prenez en charge tous les éléments qui concernent la formation sur un certain nombre de jours et tout, déplacements et les mettre dans les conditions pour le faire. Les gens rechignent parce que ils veulent savoir combien ils gagnent dans la formation. C'est-à-dire quelqu'un que vous voulez former, pour lequel vous mobilisez évidemment tout ce qu'il faut pour. Lui cherche le per diem en termes de. C'est-à-dire quand il va finir de dormir, il va manger, tout ça. Lui va rester combien dans sa poche pour revenir. C'est pas la formation qui l'intéresse. Pour acquérir des connaissances. Mais parce qu'on a été habitué à ça.
on vous endort avec des ateliers, des éléments que vous venez paraffer et signer, qui ne sont pas de l'ordre de votre vision, qui ne sont même pas de l'ordre de votre, qui ne correspondent à votre cheminement de progression. Si vous voulez éventuellement sortir du sous-développement dans lequel vous êtes. Donc, on vous réunit, vous signez, vous travaillez sur des schémas qui ne sont pas les vôtres, on finit, on vous donne des per diem, tout est validé, ça repart, les financements sont approuvés et on revient vous les donner. Le travail n'est même pas fait parce qu'il y a une bonne partie qui reste en route. Et puis, on sait comment ça se passe aussi, quelquefois aussi, en définitive à la fin. Et c'est dans ce schéma-là qu'on est resté longtemps. Tant et si bien que quand on veut maintenant former, la personne vous demande, mais les per diem là, ou bien on gagne combien dedans? Parce qu'on a été habitué à ça pendant longtemps. Et c'est des éléments qui peuvent avoir l'air de rien, mais que les gens sont en train de tenter de casser aujourd'hui. On a vu, ça c'est peut-être une parenthèse que j'ouvrais, sur la question même des accompagnements pour les formations. Tout cela a été repensé. Mais pour dire quoi? C'est qu'on n'arrivait plus à nous mobiliser sur nos intérêts même à nous. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé de façon imperceptible, même dans notre tête. Tant et si bien qu'on se dit que ça là, il y a quelqu'un d'autre qui va venir faire. Mais non, personne ne viendra faire ça pour vous. C'est à vous de le faire. C'est le discours pour moi aujourd'hui qui fait la cassure dans tout cela. Et aujourd'hui, le Burkinabé, quand on regarde, il a pris conscience des choses. Il ne savait pas qu'on peut se lever et puis, avec la participation populaire, avoir des pavés un matin, sans avoir lancé un appel d'offres de marché. Sans avoir dit que le financement là c'est temps et qu'on est en train de chercher des fonds, il y a tel bailleur qui est venu, il va prendre 40, mais 60, 70%. Et l'État prendra le reste. Et l'État prendra le reste. On disait ça au Burkinabé, il va dire c'est pas possible. Mais aujourd'hui, voilà des éléments qui sont en train d'être faits, qui sont de l'ordre du concret. Et cela raffermit la confiance autour, notamment de ce type de projets-là qui sont en train d'être lancés, parce que c'est assez, je veux dire qu'il n'y a pas à chercher la preuve ou la matérialisation des choses derrière. Vous vous levez, vous regardez, vous voyez la rue. C'est concret. C'est aussi simple que ça. Et la perche est tout tendue. Dans ce cheminement d'aide, de finances et tout, on aborde le deuxième sujet, 5 voies africaines à Washington, diplomatie sélective ou partenariat stratégique. On va s'interroger. Tout à l'heure, quand je faisais la revue de presse, eh bien, le titre de nos confrères de l'Observateur parlait évocateur. 5 présidents africains reçus par Trump, un seul mot, pathétique. Vous, comment est-ce que vous analysez cette rencontre, le choix de ces 5 présidents africains qui se sont retrouvés à Washington avec Donald Trump? Bon, c'est pour moi, quand on regarde dans l'ordre normal des choses, parce qu'il y a une Amérique qui est dans un bras de fer avec certains pays, la Chine et autres, sur le plan commercial, vous l'avez tous suivi. Aujourd'hui, la question de certains minéraux est une question cruciale. Il faut trouver pour les États-Unis des alternatives. Et ces matériaux-là sont d'autant plus précieux que nous sommes dans un monde où l'évolution et les décisions en termes d'environnement intiment qu'il y ait du moins polluant, intime qu'il y ait des changements en profondeur sur des éléments qui sont d'usage dans le quotidien, la voiture, tout ce que vous avez qui dépend de l'électricité, alors qu'on sait que le nerf du développement, c'est bien l'énergie. Et ce sont des matériaux qui permettent ces alternatives avec des voitures devenues électriques, avec un certain nombre d'éléments devenus électriques, et même les téléphones portables dont personne ne peut se défaire aujourd'hui. Et dont, quoi qu'on dise, les composantes sont l'émanation de ces minéraux-là. Les minéraux qu'on retrouve dans un certain nombre de pays clés en Afrique. C'est ça. C'est ça. C'est cela et c'est rien d'autre. Ce qui fait le casting qu'on a des 5, ce n'est rien d'autre. Ce qui fait la réalité des échanges, ou ce n'est rien d'autre que l'intérêt que l'Amérique porte à ce continent-là. Quand on le lit comme ça, je pense que ça dépassionne un peu plus les choses et puis ça permet de se recentrer sur l'essentiel et de comprendre que ce n'est pas l'intérêt d'un pays quelconque, c'est l'intérêt d'une Amérique qui s'exprime. Et quand on passe sur ce chapitre-là, on pense qu'on s'est bien balisé. Quel est l'impact potentiel avec ce type justement de diplomatie ciblée? Mais je crois que peut-être
nous voulons une chose, quelquefois ils sont contraires. Mais je fais une différenciation parce qu'il y a d'autres éléments dont on va parler aussi. Il y a le jeu des intérêts. J'ai dit il n'y a pas de bonhomie dans les relations internationales. Il n'y a pas un pays qui aime un pays tellement qu'il est prêt à sacrifier son peuple, ses moyens pour cet autre pays. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de bonhomie, il n'y a que des intérêts. Nous avons longtemps critiqué le fait que certains, dans leur rapport avec nous, nous ont fait croire que c'est parce qu'ils nous aiment qu'ils font ceci pour nous et tout cela, alors qu'on sait que c'est dans leur intérêt. Il y a une diplomatie américaine qui est transactionnelle et très différente. Même dans son intervention, quand vous voyez dans le conflit qu'il y a en RDC, vient chercher à savoir ce qu'il peut avoir comme minerai rare pendant qu'il est en train de négocier la paix pour qu'il y ait moins de morts ou pour qu'il n'y ait plus de morts. Il propose et obtient qu'il y ait des passes sur des richesses, des ressources naturelles. Ça peut paraître, comment on appelle, incongru. On va se dire, bon, les gens sont en guerre, vous réclamez de venir faire de la médiation et puis en même temps vous voulez signer des accords. Mais non, votre guerre ne l'intéresse pas. Vos morts sont vos morts. C'est qu'est-ce qu'il gagne dedans? Si vous voulez continuer de vous tuer, maintenant si en vous aidant à avoir la paix, il gagne quelque chose, il est dans un principe de diplomatie transactionnelle. S'il s'implique quelque part, c'est qu'il va gagner quelque chose. Mais ça, c'est un fait. Maintenant, il y a le rapport que vous devriez avoir avec les autres, qui doivent être des rapports empreints de respect. Et ça, pour moi, c'est un autre débat. Et justement, c'est un autre débat, puisque certains propos du président américain ont été jugés maladroits, voire même irrespectueux par beaucoup quand on regarde. Demander par exemple au président mauritanien d'abréger son discours, ou même s'étonner de l'anglais du président libérien, alors que le pays, c'est sa langue officielle. Comment est-ce que vous analysez cela? Je pense que c'est comme on dit cela. Ça peut paraître une boutade, mais c'est un élément qu'on dit souvent dans notre vie de tous les jours, le genre de proverbe citadin. C'est-à-dire on t'achète au prix auquel tu te vends, ou bien on te prend comme tu viens. Quand ils sont arrivés, la plupart ça a été quoi? Moi je prends par exemple la plupart des pays, vous allez voir les quelques propos. Parmi les 5 chefs d'État qui étaient présents. Voilà. Ils disent par exemple que bon, chez nous, en tout cas la dynamique, nous avons des terres de très grande valeur, de super minéraux, des réserves de pétrole, des gens merveilleux. Il y a un grand potentiel. Ça, c'est les propos de Donald Trump. C'est-à-dire que Donald Trump lui-même plante d'abord le décor. Il parle d'une dynamique avec des terres de très grande valeur, de super minéraux, de grandes réserves de pétrole et des gens merveilleux. Ils sont merveilleux quand ils ont ça. Ça, c'est le principe de Donald Trump. Et ceux qui sont en face, quand vous les écoutez, voilà les discours préliminaires, par exemple. Je vais prendre celui du Mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani. Il dit, nous avons des minéraux rares, des terres rares, nous avons du manganèse, nous avons de l'uranium, nous avons de bonnes raisons de penser que nous avons du lithium et d'autres minéraux. C'est-à-dire que celui qui est en face dit, vous avez ceci, vous avez ceci, vous avez ceci, c'est ça qui m'intéresse. Vous, la réponse, oui, on a ça, on a ça, on a ça. Ce qui t'intéresse là, nous on a ça. Et ça a été le discours de chacun. Vous prenez Brice Oligui Nguema, nous avons plus de 2 millions d'habitants et une grande diversité de matériaux bruts, des réserves de pétrole et de gaz, et nous voudrons que ces ressources soient exploitées. Venez, c'est vous on veut pour les exploiter. Quand vous prenez le cas sénégalais, le discours n'a pas été loin de cela. Il a même, selon certaines indiscrétions, rappelé à Trump qu'il était très bon, je pense, en golf ou en quoi. Est-ce qu'il peut même venir créer un club de golf au Sénégal? La façon dont vous venez, c'est comme ça qu'on vous prend. Et je le dis encore, quand vous regardez la diplomatie américaine sous Trump, ce n'est pas seulement que le fait en face de ces chefs d'État africains. Regardez comment il a traité le président ukrainien au plus fort de la crise, lorsqu'il menaçait l'Ukraine de travailler à trouver un genre de juste milieu pour arrêter la guerre. Pourquoi? Parce qu'il est le premier pourvoyeur en armes, il est le premier donateur pour ce qui est de la crise russo-ukrainienne en termes d'armement et en termes de moyens. Et comment
et quelle était la posture du président ukrainien lors de ces échanges, lorsque le président Trump était avec son vice-président. On a tous vu les vidéos, on a tous vu les photos. Il avait les bras croisés. À chaque fois qu'il parlait, il était interrompu. Ce n'était pas une relation de président à président. Trump a une façon de voir les choses. Il est un genre de triptyque. C'est l'épreuve de force. On l'a même vu c'est la avec domination et la soumission. Et cela va crescendo. Quand il obtient la soumission et qu'il est au-dessus, il dit ce qu'il veut. Et c'est dans ce processus d'échange-là qu'il a été avec nos chefs d'État africains, qui eux aussi sont venus, pour moi, avec pas assez d'options. Et ils savaient à qui ils avaient affaire. Ce chef d'État-là qui ne prend pas de gants. Et qui, lorsque l'opportunité lui est donnée de rabaisser, rabaisse. Et regardez ce qu'il dit par exemple au président libérien. Quand tu lui dis mais tu parles un bon anglais, où est-ce que tu l'as appris? Dans quelle université? Au Libéria? Et quand il demande cela, mais pour l'histoire même du Libéria, c'est choquant. Puisqu'on sait comment le Libéria a été conçu, avec des personnes venues des États-Unis, d'anciens esclaves affranchis ou d'esclaves nés libres, qui ont décidé de faire le retour vers le continent africain. Et c'est dans ce qu'on appelle Libéria aujourd'hui qu'ils se sont retrouvés, avec évidemment la façon d'étendre les terres. Sinon, au départ, je pense qu'il y avait une trentaine de colonies, de familles, c'était à Monrovia qu'ils ont obtenu de Moro, qui était l'une des autorités d'alors qui avait permis cela. Mais même quand vous prenez dans l'histoire, les Américano-libériens, comme on le disait, qui étaient venus, comment est-ce qu'ils traitaient ce qu'ils appelaient indigènes, ces Libériens de souche, ce qu'on dit Libériens de souche aujourd'hui, ils les traitaient de haut pendant près de 100 ans. C'est-à-dire que quand on prend l'histoire du Libéria, c'est comme en 1847, je pense que l'indépendance, ils sont même reconnus par les États-Unis. Si ma mémoire est bonne, c'est en 1862, quelque chose comme ça. Mais la langue anglaise est la langue officielle du Libéria. Il y a ces Américano-libériens qui ont traité les Libériens de haut et qui ont maintenu le pouvoir. Le Libérien même n'avait même pas, l'indigène, ce qu'il appelle le local, n'avait même pas le droit de vote. Il a obtenu longtemps après parce qu'ils ont fait une stratification du Libérien. Et donc il faut attendre le temps de Douai avec son coup d'État pour qu'il y ait un premier Libérien de souche qui prenne le pouvoir. Et ça, par un coup d'État, on sait ce qui s'est passé. Maintenant, quand vous, un président américain, venez dire à ce président-là, en entendant sa façon de parler, mais toi, tu as fréquenté où? C'est rappeler toute cette histoire-là de personnes qui ont vu des esclaves comme des esclaves venir d'ailleurs, ouvrir des colonies, les mettre dans du travail forcé et les maintenir dans une précarité pendant des années et des années. Vous supprenez que des fils d'Africains qui ne sont pas forcément, je ne sais pas moi, des Américano-libériens puissent parler un bon anglais. Ça ramène tout ça en fait. C'est ce qui choque, et même aux États-Unis, ça choquait plus d'un. Donc je pense qu'il y a cette condescendance-là qui n'est pas pour moi de l'ordre du jeu d'intérêt. Vous pouvez avoir des intérêts que vous recherchez, mais cela reste dans le respect. Mais la question du respect aussi, n'oublions pas, est une épreuve aussi de force et quelquefois d'achoppement. Et justement, le respect se mérite et s'exige. Et justement là-dessus, on passe l'aspect sur lequel le président américain a même demandé à ses chefs d'État africains de se présenter. Et là, je pose ma dernière question. Faut-il repenser la manière dont les États africains négocient et échangent avec les grandes puissances pour toujours maintenir et sauvegarder leur souveraineté, non seulement économique, mais aussi politique? Je pense que en 1-2 minutes maximum. Oui, et la réalité, c'est que l'évolution du monde nous a montré qu'on se place un peu, je dirais pas en arbitre, c'est même un peu plus fort que ça. On est la force qui peut faire flancher la balance, qui peut la faire passer d'un côté ou d'un autre. C'est pour ça qu'on devrait prendre conscience de ce qu'on a et de ce qu'on est. Pourquoi est-ce que la question des précarés nous a affaiblis pendant longtemps? Parce que on discutait de nous. On parlait, nous n'avons pas droit à la parole. Discuter de nous sans nous. Sans nous. Aujourd'hui, nous avons des pays qui sont indépendants. Il faut travailler sur la question de la souveraineté. Le Sénégal a dit s'engager sur les questions de souveraineté. Mais regardez le Sénégal, quand on voit un peu, bon ça je ne vais pas parce que je vais ouvrir une brèche qui sera un peu longue, parlant de la réalité du Sénégal et essayer de comprendre. Mais quand vous regardez, quand
quand il y a la question de la souveraineté qui vient un élément précipité dans la dynamique dans laquelle nous sommes, si vous ne travaillez pas à avoir des partenaires pluriels, vous ne pouvez pas être traité autrement. Aujourd'hui, dans tous les couloirs de présidence en Afrique, pour ce qui est de ces pays-là qui ont ces minéraux ou qui ont ces richesses, sont dans le couloir les émissaires de ces grandes puissances. Vous ne pouvez pas, dans ce contexte-là où vous êtes courtisé, aller vous donner. Il faudrait que vous vous donnez la mesure du choix. Et ça passe aussi dans briser d'abord des barrières, briser d'abord des chaînes. Tant que vous n'y êtes pas, vous ne pouvez pas vous asseoir et dire moi j'ai tel ceci, j'ai tel choix. Si vous êtes perçus encore comme des précarés, regardez, Trump leur a dit encore de voir comment est-ce qu'ils peuvent le proposer pour ce qui est du prix Nobel de la paix. Parce qu'il s'est dit qu'il peut peser, il y a quelque chose à y obtenir. Donc je pense qu'il y a un élément quand même qui est important, c'est que comment est-ce qu'on se regarde et comment est-ce qu'on se perçoit, comment est-ce qu'on se voit, quel est le combat qu'on veut assumer. C'est comme ça que l'autre vous prendra. Et ce qui est arrivé avec nos 5 chefs d'État est assez pathétique, et ils ont laissé Trump faire du Trump alors que c'était programmé qu'il le ferait. C'est compliqué. Pathétique est donc le mot que l'on retient de cette rencontre entre les 5 chefs d'État d'Afrique et le président américain Donald Trump. Merci à vous, Geoffroy Vaha, pour ces clés de lecture. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint média de Tam Tam Group Press. Merci à vous. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders, Truth TV et Watem. Merci se referme donc ce numéro du DEJ Matinal Info. En attendant, Dieu voulant de vous retrouver pour un prochain numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. Truth TV, la télé interactive.